Bonsoir à tous. Emmanuel Macron qui a lancé plusieurs appels. Vaccinez-vous sur la crise sanitaire car elle n'est pas finie. N'ayons pas peur, on vient de l'entendre. Croyons en la France. Et puis, il a développé une forme de service après-vente de toute son action depuis ces derniers mois et depuis ces dernières années. On va y revenir. 3 chapitres, la crise sanitaire, l'action économique et sociale, l'action européenne et la projection dans l'avenir. En somme, quand même, peut-être autour de nous, on va en parler. Merci Valérie Nataf, merci Jean-Michel Apathy, éditorialiste LCI avec Renaud Pilat, David Revaud-Dallon du JDD. Bonsoir Robert Sebag, vous êtes infectiologue à la Pitié-Salpêtrière. Bon, on a une impression quand même de début de campagne, tout en ayant évidemment un président aux manettes qui agit. Mais alors, bon... C'est la force de sa situation. Il peut faire campagne, vraiment, là c'est un discours de campagne électorale. Voilà ce que j'ai fait, continuer ensemble mes chers amis, sans être candidat. Voilà, c'est la force du président et il nous fera attendre longtemps sans doute avant de dire qu'il l'est vraiment. Donc la force du président, pardon. Je rappelle avant qu'on développe cela, le pass sanitaire sera obligatoire pour ceux qui auront fait la 3e dose. C'est-à-dire qu'il faudra avoir fait la 3e dose pour les plus de 65 ans pour que le pass sanitaire soit valide. À partir du 15 décembre. C'est la principale annonce, je dirais, de cette allocution. Et par ailleurs, on y reviendra. Il a évoqué les retraites. Il a exclu que la réforme des retraites se déroule tout de suite. Elle est reportée plutôt à 2022. On y viendra. Robert Sebag, 3e dose, indispensable, épidémie qui galope et le président qui demande aux Français de se vacciner à tout prix. J'ai envie de dire, n'ayons pas peur. Hein. Donc, effectivement, au niveau médical, non, effectivement, il y a une augmentation. On a vu ce soir 12 500. Hein. Mais il y a une décorrélation encore, et tant mieux, si vous voulez, entre les contaminations et les gens qui arrivent à l'hôpital. Ça monte doucement, effectivement, à l'hôpital. On va répéter que c'est la plupart du temps, ce sont des gens qui ne sont pas vaccinés. On commence à voir, c'est pour ça que je suis très heureux on va y revenir, ce qui va faire début décembre, il va un petit peu élargir en termes d'âge. Parce qu'on commence à avoir des gens qui ont une double vaccination, donc, si vous voulez, qui ont été vaccinés très très tôt, qui n'ont pas 65 ans, qui n'ont pas eu leur 3e dose. Je vais dire rappel, parce que je crois qu'on a répété souvent, arrêtez avec la 3e dose, parlez de rappel, et le président n'a pas prononcé une seule fois le mot 3e dose. Il a parlé de rappel. Donc c'est très bien. Et qui n'ont pas eu le rappel, donc effectivement, ça s'imposait. Donc là, si vous voulez, il y a quelque chose d'extrêmement logique dans ce qu'il a fait. Donc une campagne pour les 50-64 ans qui commencera en décembre, et la campagne qui a déjà commencé en septembre se poursuit, et en réalité, ceux qui étaient visés ne sont pas allés suffisamment se faire vacciner, et donc on écoute Emmanuel Macron, vaccinez-vous pour avoir une vie normale. Mon premier message est ainsi un appel. Un appel à l'esprit de responsabilité des 6 millions d'entre vous qui n'ont encore reçu aucune dose de vaccin. Vaccinez-vous. Vaccinez-vous pour vous protéger. Vaccinez-vous pour pouvoir vivre normalement. Avec le vaccin, il vous sera possible d'obtenir un pass sanitaire et ainsi de vous rendre librement dans les cafés, les restaurants, les lieux de culture, de sport, de loisirs, sans test PCR. Être libre dans une nation comme la France implique d'être responsable et solidaire. Je compte donc sur vous. Peut-être Valérie Nataf, première réaction, la crise sanitaire depuis 9e allocution. Et là, on est dans une situation dans laquelle le président juge utile de revenir parler à la nation. Oui, parce que c'est sans doute avant les vœux du 31 décembre, qui seront les derniers vœux de lui comme au cours de son premier mandat, s'il est réélu, on verra ça plus tard. En tout cas, c'est la dernière fois qu'il peut le faire, comme le disait Jean-Michel, comme président, qu'il peut avoir une longue allocution, 27 minutes, on en rigolait un petit peu, d'autopromotion, de service après-vente de toutes les réformes, c'est beaucoup. Je voudrais juste noter une chose, le président de la République, nous l'avons tous remarqué en plateau, a une voix très enrouée. Oui. Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est un rhume? Mais ça donne une gravité particulière à son propos. Effectivement, Renaud Pilat, David Revaud-Dallon. Le sanitaire est un levier, on le voit, puisque dans l'entourage du président de la République, on a vu que les 2 allocutions qui ont été les plus marquantes, notamment presque du quinquennat, c'est 12 janvier, et puis avec la volonté de ne pas reconfiner, malgré l'avis médical, et puis début juillet... Le 12 juillet aussi. Le 12 juillet, effectivement, qui pour le coup fait vacciner 15 à 20 millions de Français. Et donc, lorsque le chef de l'État parle du sanitaire, et il y avait une attente, me semble-t-il, une grande partie de la population sur le rebond épidémique, eh bien,
beaucoup de Français écoutent, énormément de Français écoutent. Parti sanitaire qui permet effectivement un plaidoyer pro-domo que personne n'arrive à faire dans son gouvernement. Et finalement, une fois de plus, Emmanuel Macron, président, est obligé de tout faire, même sa rampe de lancement pour la campagne. Pardon Renaud, mais c'est même avant même qu'il parle, il y a un effet parole présidentielle, puisqu'il y a eu hier 97 000 rendez-vous pris pour aller vers le rappel. Donc c'est avant même qu'il parle, il y a un effet parole présidentielle. Non mais on peut. C'est la 5e République. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le 12 juillet, le 12 juillet, ça a marché. Oui. Donc il espère, si vous voulez, que là, parce qu'il y a quand même il y a 8 millions de personnes qui sont éligibles, plus de 65 ans avec comorbidité, plus quelques personnes qui ont eu le fameux Johnson & Johnson, donc une seule injection. Et donc dont la protection est trop faible. Rappel, si vous voulez. Et donc là, c'est même pas 45%, moins de la moitié des gens. Donc là, il espère, on va voir très vite, ces gens qui sont éligibles à ce rappel. Et c'est les gens qu'on peut voir venir aujourd'hui à l'hôpital. Qui ont dépassé 6 mois. Donc là, il espère, ce qui a marché le 12 juillet, il espère que ça va marcher effectivement le 9 novembre. Donc on va voir. Mais il y a une augmentation, vous avez raison, on était autour de 70 000, on est monté à plus de 90 000, le fait de savoir qu'il allait parler. Donc on est en édition spéciale, je vous précise, on aura beaucoup de réactions de médecins, d'hommes politiques, de personnalités à ce qui a été dit par le président ce soir pendant 27 minutes d'allocution, dans lesquelles il a parlé de ce pass sanitaire, de la campagne de rappel pour le vaccin anti-Covid, mais aussi d'un certain nombre de questions plus politiques et plus économiques et sociales. Oui, il est tout à fait naturel, comme le disait Renaud Pilat, qu'il utilise ce levier. S'il avait parlé il y a 2 mois, on ne l'aurait pas bien compris. Là, on se serait dit, vraiment, il se moque un petit peu de nous. Donc il attaque, 27 minutes, il y a à peu près un tiers qui est consacré à la situation sanitaire. Effectivement, il poursuit dans la même veine. Mais effectivement, les 2 autres tiers... Non, mais je suis désolé, j'ai rarement vu un tel... vous parliez d'un plaidoyer pro-domo. Il y a un vrai glissement de terrain du sanitaire vers la défense publicitaire de son bilan. Je veux dire, il n'y a pas une minute, il n'y a pas une mesure, une réforme ou une mesurette qu'il ait fait depuis mai 2017 qu'il n'ait vendue et répétée aux Français. Je veux dire, tout y est passé. L'Europe, l'économie, bien sûr, le social, la sécurité, vous avez vu... C'est bien que c'est un terrain peut-être un peu plus compliqué pour lui, mais il y a eu absolument tout et on a fini en beauté sur, effectivement, il reboucle parce qu'il, souvenez-vous, la thématique de sa campagne de 2017, c'était le travail, l'émancipation par le travail, et c'est précisément ce sur quoi il propose à tous les téléspectateurs et à tous les électeurs de continuer avec. Le travail, notre boussole, le fil rouge de notre action. Avec plus de travail, nous pourrons payer plus de retraites, nous pourrons soigner plus de malades, nous pourrons, etc. Et il a tout un dégagement sur le travail. Alors, je ne voudrais pas être autocentré, mais j'ai l'impression que quand il parle le 9 novembre, lendemain du premier débat des candidats les Républicains sur des thèmes économiques et sociaux qui sont les thèmes, mais y compris jusqu'au nucléaire, qui sont les thèmes de campagne des Républicains, il est en train de leur dire « Mais pourquoi vous êtes allé en débat sur LCI hier soir ? Moi, je suis là, je fais le job. » Non ? Oui, c'est ça. Il occupe le terrain, oui. Il occupe le terrain. Quand même, il y a 2 choses ou 3 qui sont étonnantes quand même. Là, il nous annonce, l'air de rien, qu'on va... il ne l'avait jamais dit comme ça aussi nettement, relancer la construction de centrales nucléaires. Il n'a pas dit combien. On dit 6, Xavier Bertrand voulait 10, donc effectivement, c'est une intervention très complète. Je ne sais pas si au passage vous avez remarqué sur les retraites. Les retraites, non seulement il dit que la réforme ne se fera pas tout de suite, mais il dessine la prochaine réforme. Alors, recul de l'âge légal, régimes spéciaux, on aligne le public et le privé, et... pas de retraite en dessous de 1 000 euros. Il a dessiné déjà la réforme des retraites qu'il faudra faire. Donc c'est moi qui vais la faire. Et quand même, il faut noter qu'il abandonne toute idée, qui était baroque et inapplicable, de la réforme systémique. Là, c'est du paramétrique de A jusqu'à Z. Donc il a tenu compte de l'échec qui a été le sien. Mais effectivement, vous avez raison, si les Républicains pensaient... faire du carpet bombing dans le débat politique, voilà, il y a le B52 présidentiel qui arrive et qui arrose de son côté. Donc voilà, il va falloir qu'il trouve quelque chose. Alors écoutez le président, voilà, sur le travail. Notre économie crée des emplois comme jamais. Au point que dans des secteurs comme la restauration, les bâtiments travaux publics, les services, l'artisanat ou l'industrie, tous les entrepreneurs me disent peiner à recruter aujourd'hui. Au moment où 3 millions de nos compatriotes se trouvent encore au chômage, cette situation heurte le bon sens.
Voilà, alors il évoque le fait que la situation est bonne, le taux de croissance est bon, le taux de chômage est bon, mais en fait, ce qu'il veut dire là aussi, c'est que s'il est obligé de nous le répéter, c'est que personne ne le sait, personne ne l'entend. Oui, à l'Élysée, effectivement, on est frappé de voir que depuis fin août, début septembre, et même avant, ça n'imprime pas. Hein. Les réformes qui ont été faites, les chèques qui ont été faits, pas seulement des chèques électoraux, comme dit Valérie Pécresse, cramer la caisse, mais il y a eu quand même, depuis 6-8 mois, effectivement, notamment pour le Covid, beaucoup d'argent dépensé. Mais dans l'opinion, effectivement, il faut réexpliquer. Et encore une fois, en France, il n'y a que lorsque le président s'exprime à 20h, et notamment Emmanuel Macron, que ça imprime, puisque les déplacements, ça marche dans la presse quotidienne régionale. Mais à partir du moment où vous avez un Premier ministre, effectivement, qui n'a pas une portée charismatique et une voix très forte, et des ministres qui sont assez absents, voire très absents, eh bien Emmanuel Macron est obligé de le faire. Dernier mot, non. Une partie de l'électorat de droite, il leur adresse ce soir un message, vous n'avez pas besoin de mettre la droite au pouvoir, puisque en partie, j'applique le travail, notamment, j'applique le boulot, notamment sur la valeur travail, qui est la valeur centrale pour la droite. Je voudrais attirer votre attention quand même sur la position singulière du président de la République. Aucun acteur de la politique dans une démocratie ne peut intervenir en majesté à 20h. C'est annoncé depuis 3 jours. Pupitre. Toutes les chaînes diffusent. Il y a quelque chose de majestueux dans l'expression. 27 minutes sans être interrompu. Évidemment, il y a un petit effet de souffle. Ça, aucun ministre n'a 27 minutes à 20h. C'est pour ça qu'ils sont moins bons que le président, parce qu'au fond, ils ne sont pas dans une situation très égalitaire. La compétition est un peu faussée quand même. Donc, il n'y a que lui qui peut le vendre le bilan. Il l'a plutôt bien fait ce soir. Je trouve que après, oui, il ramasse bien, ce qui a été fait. Attendez, parce que moi, je voudrais quand même poser la question à Robert Sebag, parce qu'on va lui reprocher ce soir. On va les entendre, les politiques. Ils vont dire, mais alors ils profitent de la crise sanitaire pour faire passer un message politique. Est-ce que la crise sanitaire nécessitait aujourd'hui, sa gravité nécessitait une intervention présidentielle? Oui, d'abord, il faut voir tout ce qui se passe en Europe. Ouais. Il y a eu quand même cette alerte de l'OMS, si vous voulez, qui a bon, alors quand on regarde 500 000 morts d'ici février, ça fait très très peur. Je veux dire, ça a été une sorte de petit tsunami. Mais quand on regarde un petit peu de près, c'est surtout l'Union soviétique, l'ex-Union soviétique. Donc la Russie, oui, on entend toujours la Russie, l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie, les États baltes. Il y a aussi le problème de la Grande-Bretagne. Non, une toute petite déception, parce qu'il a fait par étapes. D'abord, il y a 6 millions de non-vaccinés du tout. Oui. Hein, c'est pas le problème du rappel. Non. Et là, il n'a rien dit. Il a dit, allez vous faire vacciner. Ah oui, mais... Vaccination obligatoire ? Non. Alors, il y avait un pas à franchir. Moi, je l'ai déjà dit, je vais assumer. C'était la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Oui. C'est pareil. La vaccination obligatoire, on ne peut pas la décréter. Mais en disant un pass vaccinal, vous ne faites pas, vous n'allez pas au cinéma, vous n'allez pas dans telle ou telle réunion. Il n'a pas franchi ce pas. C'est que ça pouvait être discuté. Et donc, ça pouvait concerner les 6 millions de personnes non vaccinées quand même. Ça il est franchi pour les plus de 65 ans. Non vaccinées, pardon. Il est franchi pour les plus de 65 ans, puisqu'il faut que cette dose soit intégrée au pass sanitaire. Oui, tout à fait. Mais vous avez des personnes aujourd'hui qui disent, attendez, moi j'ai eu les 2 doses. Alors, il faut expliquer que le rappel, il n'y a pas d'effet cumulatif. Il n'y a aucun danger de faire il n'y a pas d'effet cumulatif. J'ai déjà eu 2 doses. Il n'y a pas une acceptabilité majeure sur cette injection de rappel. Donc, il faut recommencer, expliquer que c'est très important. Et sur les personnes qui ont eu 2 doses, il faut quand même continuer à convaincre. C'est pas. Oui, c'est pas. Alors, regardez ce tweet de Marine Le Pen à l'instant qui vient d'être publié. Et dans quelques instants, je vais vous le lire. Mais effectivement, on revient là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui sont éligibles à la 3e dose et qui n'y vont pas. Moins de la moitié, alors qu'ils ont déjà eu les 2 doses. Donc ils connaissent le vaccin, ils n'ont pas eu peur, ils ont accepté. Et là, ils disent, attendez, non, pourquoi une 3e dose? J'en ai eu 2, j'ai fait déjà un effort. Mais pourquoi n'est-il pas allé aussi loin? Pourquoi n'a-t-il pas transformé le sanitaire en passe vaccinal? Parce que, souvenez-vous, Emmanuel Macron, au début de cette crise, il était très pusillanime. Il n'a rien voulu imposer à l'opinion en termes d'obligations. Puis petit à petit, il s'y est rangé. Je pense qu'il doit estimer qu'il est au maximum de ce qui se de l'acceptabilité. On ne rembourse plus les tests. Donc quelque part, on ne rembourse pas. Je vais encore me faire vacciner. Mais là, il y a le problème de la 3e dose. Il n'y a pas, c'est seulement 45%. Du rappel. Du rappel. Mais Valérie Data. Ce que je trouve formidable, vous dites, il est le seul à pouvoir imprimer, dites-vous, Renaud, et vous, Jean-Michel. Ce qui est formidable, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron, là, je me suis replongée dans les archives, j'ai relu son allocution du 12 juillet 2021, il y avait déjà
90% de ce qu'on a entendu là. Et la valeur travail, et la réforme des retraites. Il n'y avait pas le nucléaire. Il n'y avait pas la référence à la peur et au repli. Il n'y avait pas la référence à la peur ou au repli, mais enfin, il y avait le chemin d'une indépendance européenne, il y avait le paracétamol dont il nous a reparlé, il y avait l'histoire des masques. Donc, la pédagogie, c'est la répétition. Et au moins, il y avait des annonces, il y avait le contrat engagement. Il y avait des annonces au moins en juillet. Oui, mais il n'y a pas d'annonce. Le revenu d'engagement. À l'époque, c'était le revenu d'engagement. C'est devenu le contrat. Et c'est beaucoup moins ambitieux. Donc, il y a de l'ordre de la répétition pour le président de la République pour se faire entendre. Et à l'époque, pour revenir au pass vaccinal ou au pass sanitaire, il disait que la vaccination obligatoire, on devrait y aller un jour si la situation le demandait. Cette porte peut être toujours ouverte en fonction de la situation. Alors, je vous parlais de ce tweet de Marine Le Pen. Regardez, la 3e dose n'aura donc été qu'une excuse pour faire un discours de campagne dont presque toutes les déclarations sont éminemment contestables. Chômage, insécurité, pouvoir d'achat, le monde parallèle d'Emmanuel Macron est loin des réalités que vivent les Français. Voilà, donc... c'est un tweet sur le compte de Marine Le Pen, mais alors, d'habitude, quand elle le fait, elle, s'il y a ses initiales... Je ne sais pas. Je le note juste parce que je pensais que la solennité de l'instant pouvait justifier que ce soit tel directement qui le signe, mais là, elle n'a pas fait. Alors, dans un instant, on va voir la réaction de Jean-Luc Mélenchon, qui va être en direct avec nous dans quelques instants. Elle répond très vite. Peut-être qu'elle s'est trompée parce que je ne suis pas certain que la référence à la peur et au repli d'Emmanuel Macron lui soit adressée. On comprend clairement que c'est plutôt du côté d'Éric Zemmour. Il y a le bloc nationaliste. Le bloc nationaliste, mais elle a quand même le sentiment que c'est celui-là qu'il vise. Oui, mais enfin, c'est une façon de dire c'est moi l'adversaire. Absolument. C'est moi qui suis la principale adversaire. Et évidemment, même si d'autres peuvent penser que c'est Éric Zemmour dans les mots que le président a utilisés, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur, et qui dénonce le repli et le nationalisme, en vantant l'Europe, évidemment, elle dit c'est à moi qui s'adresse en fait. Mais on avait remarqué, détail, le pupitre, c'est, pour ceux qui s'en souviennent, France Unie 1988. Et là, il y a un mélange... De François Mitterrand. Rappelez-nous quand même. François Mitterrand. Tout le monde n'a pas vos lettres. Campagne de 1988, en cohabitation. Et effectivement, il se déclare tard et il fait une campagne courte avec 5-6 grands meetings. À l'époque, les meetings, il faut se rappeler, entre 80 000 et 100 000 personnes. Et François Mitterrand a un axe contre le clan. Je suis la France unie. Contre le clan de la droite, je suis les factions et les clans. Je suis effectivement la France unie. Là, ça me fait un peu penser à ça. C'est-à-dire qu'on a le président qui est à la fois centre-droit, qui adresse des signaux sur la valeur travail à l'électorat de droite, le président protecteur. Tout au long, le fil rouge, c'est la protection, y compris la valeur travail qui, dit-il, protège l'individu. On l'a vu sur le sanitaire, on le voit sur la sécurité, dont le bilan, pour l'instant, en revanche, est quand même, me semble-t-il, assez défectueux. Alors écoutez Emmanuel Macron, et dans un instant, nous retrouvons Jean-Luc Mélenchon en direct. Écoutez la conclusion d'Emmanuel Macron. N'ayons pas peur, dit-il. Je vois bien, je sens bien, j'entends bien l'incertitude, les doutes, parfois la fatigue, quelquefois la colère quand je viens à votre rencontre qui se manifeste. La période est difficile, pour beaucoup d'entre vous angoissante. Mais regardez ce que nous avons réussi durant ces derniers mois, en agissant ensemble, unis. Nous avons réussi l'impensable. Alors je vous le dis avec beaucoup de conviction, n'ayons pas peur. Croyons en nous, croyons en la France. Voilà, merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'être en direct avec nous. Vous êtes le candidat de la France Insoumise, le candidat de l'Union Populaire. Merci d'être avec nous. Il a dit, le président, il faut faire un rappel parce qu'un certain nombre de personnes ne font pas ce rappel alors qu'ils y sont éligibles et que l'épidémie galope. Ça, c'était le premier thème. Votre réaction là-dessus ? Ouais, écoutez, déjà, ce n'est pas les consignes de l'Organisation mondiale de la santé qui disent que le rappel ne doit pas être imposé aux personnes de 50 ans. Quant à celles de plus de 65 ans, c'est maintenant devenu la condition pour qu'elles conservent un pass sanitaire et la liberté qui s'y attache, puisque c'est devenu une contrainte dans notre pays. Mais honnêtement, de ce qu'il a dit ce soir, je retiens
essentiellement un méli-mélo de comptes rendus, d'ailleurs assez discutables, et de promesses de candidats. Alors ça me fait redouter que cette façon de faire dure encore des mois, où il serait le seul à avoir la possibilité de venir exposer des choses sans qu'on puisse lui répliquer, comme ça se passe normalement dans une démocratie. Mais j'ai retenu la fin de son intervention. Il dit il y a beaucoup d'angoisse, et donc ayons confiance en nous-mêmes. Même c'est lui qui a accru les angoisses ce soir, parce qu'il a annoncé aux chômeurs que les conditions allaient être plus dures et qu'on allait leur retirer leur indemnité plus facilement. Il a annoncé qu'on devait travailler davantage, et ainsi de suite. Les gens qui l'écoutent avec attention, comme vous, comme moi, savent qu'il n'y a pas 3 millions de chômeurs, comme il l'a dit dans ce pays, mais 6 millions, et ainsi de suite, que le pouvoir d'achat n'a pas progressé. Alors, devant tout ça, on se dit, mais est-ce qu'il se rend compte de l'état réel du pays ? Est-ce qu'il se rend compte du fait que si les gens sont angoissés, c'est qu'il y a de bonnes raisons à ça, et que d'une certaine façon, ce soir, il a accru les raisons de cette angoisse. Je trouve aussi que le côté un peu, il fait des mouvements un peu de menton et d'épaule pour affirmer de l'autorité, n'est pas rassurant dans un contexte comme celui dans lequel nous vivons. Vous m'avez posé une question sur l'état sanitaire, n'est-ce pas ? Oui. Bon, Oui. on est toujours à répéter les mêmes choses. Comment se fait-il qu'il n'y a toujours rien d'organisé pour qu'il y ait un roulement, que les gens ne s'empilent pas sur les quais de gare le matin, que les enfants ne soient pas tous à l'école en même temps, et ainsi de suite. Il n'y a absolument rien de nouveau, alors que, et d'adapté de ce qu'on a appris de l'expérience, comme la présence des purificateurs d'air. Il n'y a absolument rien. On en reste à la même recette depuis des mois, et on voit bien qu'elle n'est pas efficace, puisque une 5e vague s'annonce. Je ne dis pas que ce soit de sa faute, mais ce qui sera sans doute de sa faute, c'est qu'on le combatte aussi mal. Jean-Luc Mélenchon, la réforme des retraites n'est pas d'actualité. Elle devra être faite, dit le président, en 2022. Donc on comprend qu'il pourrait la faire, lui, s'il était réélu, lui, qu'il le proposera en candidat possible. Mais en tout cas, est-ce que vous dites, ouf, ça n'est pas fait aujourd'hui? Parce qu'il en a été question quand même à un moment. Mais alors, je pourrais vous dire ça si je ne me méfiais pas. Mais il a dit lui-même que c'est en 2022. Mais j'ai l'impression que le président de la République a l'air de considérer cette élection comme une formalité administrative, parce qu'il sera président de l'Europe et il considère qu'il ira jusqu'au bout, c'est-à-dire au mois de juillet. Non, l'élection a lieu au tout début du mois d'avril. Quant à la réforme des retraites, elle-même et son contenu, vous l'avez entendu comme moi, il faut travailler davantage. Ah bon, pourquoi ? Qu'est-ce qui démontre qu'il faille travailler davantage? Ce n'est pas vrai. La richesse que produit le pays, nonobstant la crise terrible que nous avons vécue, certains ont continué à s'enrichir d'une manière considérable. Donc est-ce qu'il n'est pas temps, alors qu'on est dans une telle situation, de commencer un petit peu à partager entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien? Vous avez entendu comme moi parler de cette affaire de compensation de l'inflation, notamment sur les prix de l'énergie. Mais enfin, où va-t-on comme ça? On va donner 3,8 milliards aux gens à coup de chèque de 100 € et on va en rajouter, on a décidé ça a été décidé par l'Assemblée nationale vendredi dernier, 1,3 milliard, 5 milliards qui va sortir de la caisse de l'État pour compenser les augmentations de tarifs de l'essence notamment, alors qu'on pourrait très bien les demander aux fournisseurs eux-mêmes. Ils ont fait des marges extraordinaires. Non, je trouve que M. Macron nous installe tous dans l'habitude que l'injustice est normale et que l'inégalité entre les Français, eh bien, c'est un état de situation normal. Ben, moi, je ne l'accepte pas. Donc ce soir, est-ce que vous nous dites, Jean-Luc Mélenchon, j'ai en face de moi un nouveau candidat? Ah ben, clairement, ce soir, ou alors, écoutez, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. On a parfaitement compris qu'il était candidat. Il annonce des choses qu'il faudra faire ensuite, donc tout le monde comprend que c'est après 2022. Mais il a une sorte de privilège personnel qui est qu'il peut être candidat sans que son temps de parole soit compté, sans que l'utilisation des moyens de la République soit comptée dans son compte de campagne. Bon, ben, tout ça est totalement abusif. Enfin, qu'il dise qu'il est candidat ou qu'il dise qu'il ne l'est pas ou qu'il suspend sa candidature puisqu'il veut être président de l'Union européenne, mais ce mélange général des genres n'est pas bon pour une démocratie. Enfin, dans toutes les démocraties du monde, dans la dernière période d'un mandat, on organise, il est normal que le pouvoir continue à s'exercer, c'est bien normal, mais on ne mélange pas les genres comme ça, candidat, président en exercice, il va être président de l'Europe, c'est une erreur de sa part de se présenter comme candidat de l'Europe à partir du 1er janvier
de l'année qui vient, alors que la France sera en campagne électorale normalement. Donc la situation particulière de la France sur la scène de l'Europe va être affaiblie. C'est tout à fait évident. On peut considérer que la dernière partie, ou en tout cas la partie d'une campagne, c'est peut-être à partir de janvier-février. En l'occurrence, les présidents sortants sont toujours présentés à partir de février ou même mars. Vous avez souvent salué Jean-Michel Apathy. Jean-Luc Mélenchon, le talent tactique de François Mitterrand. Finalement, Emmanuel Macron, il applique la leçon. Ça ne peut pas vous surprendre. Je ne vois pas pourquoi ça vous déplairait. Eh bien, ça me déplaît, mais ça ne me surprend pas, vous avez raison, monsieur Apathy, parce que c'est un abus de pouvoir. Et on ne peut pas le qualifier autrement, à moins que vous ayez définitivement trouvé normal que quelqu'un qui est candidat passe à une fonction de plus. Il était président de la République française, va être président de la République française et président de l'Union européenne, ne rende des comptes à personne et ne soit astreint à aucune des disciplines qui sont celles en particulier d'une campagne électorale. Souffrait que je vous dise que ça ne me paraît pas normal. Et si on l'a fait dans le passé, peut-être qu'on doit y réfléchir maintenant et se demander si c'est la meilleure des méthodes. Renaud Pilat souhaite vous poser une question, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, on semble que la valeur protection, le président protecteur était le fil rouge quand même de l'intervention d'Emmanuel Macron. Est-ce que selon vous, lorsqu'on voit les sondages, même si ce ne sont que des sondages, ça rend la position des gauches en ce moment plus compliquée pour être audible dans ce début de campagne? Je ne sais pas, je crois que les Français ont un esprit critique assez développé, donc ils voient bien, ils font la part des choses. Vous savez, il y a une culture de la communication qui s'est accumulée dans notre peuple. Nous ne sommes plus les mêmes qu'on était il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Peut-être sommes-nous moins naïfs, moins crédules et plus exigeants. Par conséquent, il est vrai que le fait d'agir comme candidat président rend plus compliqué pour les autres candidats la situation, parce qu'on ne sait jamais à qui on s'adresse vraiment en face de nous, le candidat ou le président. Mais pour autant, je ne crois pas que ça augmente ses capacités à tromper les gens si c'était son intention. Je crois que ça va créer de la confusion et rien de plus. Cependant, il est certain que pour ce qui concerne la droite, ça lui rend la situation plus compliquée. Ça, c'est certain, parce que il est le candidat, il assume les principaux mots d'ordre qui sont ceux de la droite traditionnellement en France, et que, eux, ils sont un peu démunis face à face, puisqu'ils n'arrivent pas à s'affirmer, à affirmer une identité politique, et notamment une identité plus fermement républicaine face à l'extrême droite. Justement, Emmanuel Macron, dans sa tirade en quelque sorte de fin de discours, a eu l'air de dire « c'est moi le rempart à l'extrême droite. Moi, il faut croire en la France et croyons en nous, n'ayons pas peur du repli, du nationalisme. » Donc c'était une façon de se positionner face à cette extrême droite et de dire « c'est moi le principal. » Je vous abandonne ce rôle. Non, je vous abandonne ce rôle, c'est le rôle du commentaire. Politique, c'est votre fonction. Quant je vous à moi, pose la non. question. Ouais. Je ne vais pas faire le commentateur de la prestation audiovisuelle du candidat Macron. Je peux vous parler de ce qu'il dit. Je trouve insupportable de voir le président défiler comme ça avec 30 thèmes, parce que je ne sais pas si vous les avez comptés, mais 30 thèmes. On a parlé de l'Afrique, on a parlé des réacteurs nucléaires, on a parlé des retraites, on a parlé des salaires. Et puis, nous devons tous, comme ça, écouter tout ça sans répondre, sans avoir la possibilité, si vous voulez, d'un débat. Enfin, un débat n'abaisse personne, de pouvoir discuter point par point de ce qu'il affirme. Alors, vous dites ce soir, Jean-Luc Mélenchon, je veux un débat avec Emmanuel Macron, c'est ça que vous dites? Moi, j'avais demandé une fois, j'avais choisi un sujet que je trouvais plus commode pour lui, qui était de prendre la géopolitique. Comme ça, c'est un thème qui intéresse peu de candidats aujourd'hui. Lui, parce que par la force des choses, parce qu'il est le président de la République, parce que de très gros dossiers géopolitiques sont sur la table, que ce soit ceux de notre présence militaire en Afrique, ou que ce soit les déclarations qu'on a souscrites contre la Chine, que pour ma part je trouve absurdes. Il y a eu l'histoire des sous-marins australiens, vous voyez. Bref, il y a une très grosse activité internationale et géopolitique. Il a évoqué le mot géopolitique, et ce serait bien qu'on puisse en parler. Voilà. Moi, je crois qu'il faut qu'il accepte que
les rôles ne soient plus mélangés. J'admets que dans le passé, en effet, les présidents sortants ont attendu très tard pour déclarer leur candidature. Mais admettons que ce n'est pas le mieux qu'on puisse faire. Vous l'auriez peut-être fait, hein? C'est déjà aussi secoué que la nôtre. Vous l'auriez peut-être fait. Pardon ? Vous l'auriez peut-être fait. Ben, je sais pas. Je ne vous comprends pas. Non. Si, vous avez compris. Si, vous avez compris. Non, Valérie mais Data. vous rigolez, je vous entends rire, mais non, j'ai pas non, bien mais compris ce qu'on me... on sourit. Je dis, vous l'auriez peut-être fait si vous étiez à sa place. C'est ça que je veux dire. Non, je pense que je m'y serais pris autrement. Je crois que... Bon, il est vrai que le mandat est très court. 5 ans, c'est court. Parce que, bon, il vous faut 1 an pour vous installer. Moi, il me faudra beaucoup moins. Et puis, il faut à peu près 6 mois pour s'en aller et faire campagne. Mais je crois qu'on pourrait faire autrement, en effet. Tout autrement. Mais ne me demandez pas de révéler mes secrets. Bon, la dernière question est pour Valérie Nataf et on se quitte. Monsieur Mélenchon, bonsoir. Je voudrais savoir si l'annonce du président de la République de relancer la création de réacteurs nucléaires dans notre pays, c'est la première fois qu'il annonce la création de réacteurs nucléaires. Il avait parlé des SMR, mais pas de réacteurs nucléaires comme cela. Est-ce que vous allez batailler contre cette annonce ou est-ce que vous trouvez que finalement, étant donné les prix de l'énergie, c'est une bonne idée ? Bon, franchement, vous ne vous attendez pas à ce que je vous dise que c'est une bonne idée, alors que je passe mon temps à dire qu'il faut sortir du nucléaire. Non, en effet, vous avez raison. Ce soir, il y a eu une escalade de fait. Auparavant, il nous avait parlé de ces soi-disant mini-réacteurs qui consistaient à disséminer sur tout le territoire national des petits réacteurs, mais les petits réacteurs, quand ils tombent en panne ou quand il y a un incident, c'est les maxi-dégâts. Mais là, ce soir, il nous annonce des EPR. Il en avait déjà parlé une fois ou deux, mais là, il l'annonce. Alors, c'est absolument incroyable. Le seul qu'on a commencé à construire, il n'est toujours pas fait, il a 10 ans de retard et il coûte plus cher. Et à peine aura-t-on commencé, si jamais on commence un jour, qu'il faudra déjà changer le couvercle. Par conséquent, c'est une sorte de fuite en avant que je condamne absolument. Il faut sortir du nucléaire, évidemment, dans des conditions qui nous garantissent un approvisionnement énergétique par le recours à des ressources renouvelables, mais il faut sortir du nucléaire pour la raison que c'est dangereux. C'est pas par caprice que je suis hostile au nucléaire, j'en ai été partisan dans le passé, mais entre-temps, il y a eu Tchernobyl, il y a eu Fukushima, et par conséquent, il faut en tirer la leçon. Il faut passer à autre chose. Ce qu'ils nous annoncent, c'est encore du nucléaire pour 50 ou 60 ans. Eh bien, je trouve que ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Il faut passer à autre chose. Merci beaucoup. Merci d'avoir été en direct, de nous avoir réservé votre première réaction ce soir, Jean-Luc Mélenchon, en direct sur LCI. François Langlais, merci de nous avoir rejoints. Un petit mot avant qu'on revienne sur le sanitaire avec quelques directs avec des médecins. Mais cette allocution du président, elle vous a semblé poser les jalons d'une politique économique et sociale différente, nouvelle, ou simplement d'être le service après-vente de ces réformes? Non, elle m'a semblé être une véritable déclaration de candidature, quand même, et en ce sens-là, tirée vers l'avenir, avec des différences très importantes. Ça m'a frappé, justement, en l'écoutant, avec ce qu'il nous proposait il y a 5 ans. Effectivement, protection, alors que c'était liberté, c'est vraiment l'autre polarité. Et puis, l'insistance très marquée vis-à-vis du travail, au point qu'il a repeint son bilan aux couleurs du travail, en nous expliquant même qu'il avait augmenté la prime d'activité à cause de cela, alors qu'en réalité, c'était une réponse aux gilets jaunes. De fait, ça n'est pas contradictoire, mais ça n'était pas sa motivation. Et en ouvrant 2 chapitres importants, un à court terme, qui est lié aux emplois non pourvus et donc à la pression qu'on va essayer de mettre sur les chômeurs. Ça n'a d'ailleurs jamais vraiment marché. C'est une vieille idée qui date de Laurent Wauquiez, donc de 2008, et qui n'a jamais porté ses fruits. Et puis le 2e chapitre, alors qui est une redite de quelque chose qu'il avait déjà annoncé, c'est la réforme des retraites, mais avec une optique complètement différente, là aussi, de celle de 2017. Souvenez-vous, 2017, c'était l'égalité. Les permis à points. Pardon. Oui, mais exactement. La retraite à points. Pardon. C'était le permis, en quelque sorte, de prendre sa retraite à point. Aujourd'hui, on est vraiment sur l'allongement de la durée de cotisation. C'est une façon de rallier Édouard Philippe définitivement c'est la droite. à la prochaine étape. Travail plus nucléaire, c'est vraiment 2 signaux pour la droite. Et c'est 2 signaux pour la droite. Édouard Philippe, il
voulait faire que ce que veut faire maintenant Emmanuel Macron. Exactement. Ça, il doit se dire, Édouard Philippe, et non, tout ça pour ça. Alors qu'il l'a remercié à l'époque parce qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec ça, effectivement. Alors, on va réécouter Emmanuel Macron tout de suite sur la crise sanitaire et on va aller en direct à l'hôpital de Melun pour voir un peu ce que ça peut avoir comme conséquence. Une campagne a été lancée depuis la fin de l'été pour tous les plus de 65 ans et les plus fragiles. Il nous faut aujourd'hui l'accélérer. Si vous avez été vacciné il y a plus de 6 mois, je vous appelle à vous protéger en prenant rendez-vous dès maintenant auprès d'un centre de vaccination, de votre médecin ou de votre pharmacien. Il est possible de faire ce rappel en même temps que le vaccin contre la grippe. À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire. Attention. Voilà, nous sommes en direct avec le docteur Mehran Mounachi à l'hôpital de Melun. Bonsoir monsieur, bonsoir docteur, vous êtes patron du service des soins intensifs. Est-ce que vous avez entendu le président ce soir? Il annonce donc une campagne de rappel qu'il veut intensifier pour les plus de 65 ans et lancer pour les 50 à 64 ans. Est-ce que dans votre service, vous avez une perception de la crise qui augmente, qui accélère, du Covid qui galope et qui justifie cette accélération de la vaccination? Alors ça ne galope pas, c'est un mouvement lent d'augmentation. Nous avions 1 à 2 patients les semaines précédentes, cette semaine c'est 3 patients. Donc c'est une petite augmentation, c'est très loin d'être le niveau de ce qu'on a connu l'hiver dernier et au printemps, mais ça augmente lentement. Le président a dit qu'il y avait plus de personnes de plus de 50 ans hospitalisées aujourd'hui et que donc cela impliquait qu'il fallait se faire vacciner, réavoir un nouveau rappel ou pour ceux qui n'avaient pas été vaccinés du tout, le faire. Est-ce que c'est ce que vous observez? Alors, on sait qu'il y a depuis toujours, depuis le début de l'épidémie, il y a un effet de l'âge sur le risque d'avoir une maladie grave. Les personnes à partir de 50 ans, effectivement, ça augmente nettement. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas avant 50 ans, mais les risques augmentent nettement à partir de 50 ans. Et effectivement, il fallait absolument que les plus de 65 ans aient une dose de rappel. C'est ce qu'on a vu dans d'autres pays pour diminuer l'incidence de la maladie chez les plus de 65 ans. Et il faut effectivement progressivement élargir à des tranches d'âge inférieures. Est-ce que vous observez, pour conclure, dans vos nouveaux malades, des gens qui ont déjà été doublement vaccinés et dont l'immunité a tellement baissé qu'elle justifie cette 3e dose, ce rappel? Alors, les personnes vaccinées qu'on a vues depuis quelques semaines dans notre service, c'est des gens qui sont des immunodéprimés. C'est des gens chez qui le vaccin marche insuffisamment parce que leur immunité ne permet pas d'y répondre. Pour l'instant, des gens qui ont eu les doubles doses sans avoir une immunité affaiblie, qui reviennent en réanimation, moi, je n'en ai pas vu. Merci beaucoup, merci de ce témoignage et merci d'être resté aussi tard parce qu'on sait que votre métier vous oblige déjà à venir très tôt à l'hôpital. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et on va aller directement à Tel Aviv, retrouver le docteur Cyril Cohen, qui est immunologue et qui est professeur à l'université de Tel Aviv, puisque c'est un des seuls pays aujourd'hui dans le monde qui a généralisé ce rappel à toute la population. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. On voit en France le président Macron qui commence à ouvrir cela pour les 50-64 ans, qui encourage les plus de 65 ans à se faire vacciner. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui sont réticents, c'est-à-dire ceux qui ont déjà eu leur double dose et qui disent « mais pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aller faire la 3e, ce fameux rappel ?» Bonsoir Ruth, bonsoir à tous. Oui, je ne sais pas si on peut dire qu'il faut être obligé de faire cette 3e dose, mais les résultats que l'on a aujourd'hui en Israël, une fois de plus, on a eu cette 4e vague, les résultats que l'on voit, c'est qu'après une période de 6 à 8 mois, l'immunité que confèrent les 2 doses, du moins en ce qui concerne la contamination, moins les formes graves, est vraiment à la baisse. Et donc, en fait, lorsqu'on analyse les gens qui sont dans les hôpitaux, c'est sûr que
chez nous, la quatrième vague a été la vague des non-vaccinés. Mais on a eu aussi une proportion de personnes qui étaient vaccinées avec 2 doses. Et donc, on s'est rendu compte que la seule manière de freiner cela, c'est aussi de donner cette 3e dose. Donc, on n'a aucun doute. Nous venons de publier une étude sur 1,5 million d'Israéliens dans le journal du Lancet, où on montre clairement que donner une 3e dose vous protège à 93% des formes graves, à 80% des décès, comparé à des gens qui ont fait les 2 doses. Je ne parle pas des non-vaccinés. Justement, c'est élargi à toute la population, cette 3e dose, se rappelle aujourd'hui en Israël ? Aujourd'hui en Israël, toute personne qui a, je dirais, plus de 5 à 6 mois après sa 2e dose est éligible à la 3e dose. Et vous avez observé des résultats très clairs. Vous considérez, vous, que cette 4e vague, elle est finie ? On va dire qu'elle est essentiellement finie. On voit ce déclin. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, on avait à peu près 10 à 12 000 cas quotidiens en Israël, un pays de 9 millions de personnes, et à peu près 800 personnes en état grave dans les hôpitaux, alors qu'aujourd'hui, grâce à cette 3e dose, et on le voit clairement, on a à peu près 400, 500 cas quotidiens, et moins de 200, je dirais à peu près 150 personnes en état grave, et ça continue à baisser. Mais une fois de plus, les gens en état grave sont essentiellement des personnes non vaccinées. Et le seuil d'acceptabilité de la population a été tout à fait large. Il y a des manifestations d'anti-vax en Israël, on en voit. Bon, on en a un peu comme tout le monde, peut-être moins qu'en France, mais on en a aussi. Mais quoi qu'il en soit, en Israël, 4 millions de personnes, une fois de plus sur un pays de 9 millions, et j'inclus toute la population, 4 millions de personnes, c'est-à-dire pratiquement 45% de la population en Israël a fait sa 3e dose. Si on prend des tranches d'âge comme par exemple les 70-79 ans, à peu près 80% ont déjà fait leur 3e dose. Donc plus on va dans des tranches d'âge jeunes, moins il y a d'adhésion entre guillemets à la 3e dose, une fois de plus. Mais même chez les 30-39 ans, 50% ont déjà fait leur 3e dose. Bon, et vous considérez que c'est une protection, vous avez l'observation que l'immunité, au bout de 6 mois, elle est faible, sinon nulle. Elle est faible en ce qui concerne la contamination, pas en ce qui concerne les formes graves. Ça, c'est très important de le préciser. Et ce n'est pas seulement, je dirais, les observations d'Israël, mais je crois qu'il y a plusieurs études dans le monde qui démontrent cela. Il y a une limite dans le temps en ce qui concerne l'immunité après 2 doses. Il se peut qu'il y en ait aussi une après 3 doses. Ça, on ne le sait pas encore, c'est trop tôt pour le dire. Mais on est dans un scénario où, effectivement, on voit un déclin de l'immunité après une certaine période. Merci beaucoup, merci de cet éclairage depuis Tel Aviv. Donc, Robert Sebag, est-ce qu'on a assez d'éléments pour convaincre maintenant les Français ? Lancet, 1,5 million de personnes, quand on était il y a plus d'un mois à 10-12 000 contaminations et qu'on arrive à 600-700, il s'est passé quand même quelque chose et ils l'ont élargi. Et ce qu'on sait également, si vous voulez, c'est que le rappel, si vous voulez, améliore aussi au niveau de la transmission. On sait, si vous voulez, que la vaccination, très bien pour les formes graves, 85 à 95%, un peu moins en termes de transmission, mais il semblerait, si vous voulez, qu'avec une 3e dose, on augmente le système immunitaire et que peut-être après, si vous voulez, on va allonger encore. C'est ce qui se passe avec les vaccins traditionnels, hein, 2 injections à 1 mois d'intervalle, 1 an après, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et cette réponse anamnestique, si vous voulez, du fait de la succession de différents vaccins, devrait diminuer, si vous voulez, allonger la durée de protection et diminuer le nombre d'injections. La 4e dose, elle serait dans plusieurs années, éventuellement. Si tout se passe comme dans d'autres cas, ça voudrait dire qu'on ferait une 4e dose plus tard. On le vit, si vous voulez, aujourd'hui, au jour le jour. Mais c'est vrai que les chiffres sont parlants. Et quand vous avez aujourd'hui des personnes, alors mon collègue, effectivement, n'en a pas vu, quand vous avez des personnes qui, effectivement, alors qui ont quelques morbidités, qui ont plus de 65 ans, et qui ont eu les 2 doses et tout à fait au début de la vaccination et qui n'ont pas eu ce rappel, si vous voulez, ils commencent à arriver très très peu, mais ça commence à arriver. Donc, si vous voulez, là c'est le bon sens, hein, c'est le bon sens qui prime. Après, on verra en termes de statistiques, vous aurez toujours des petits décalages, mais c'est très très important. C'est pour ça qu'il faut convaincre. Alors, peut-être que moi j'aurais voulu dire à M. Mélenchon, qui a une voix qui porte.
Mais pourquoi jamais, il peut dire, sur la vaccination, écoutez, je suis d'accord et je demande à tous les Français de plus de 65 ans de vous vacciner. Il y a toujours cette réticence, cette gêne de parler de la vaccination. Pour des raisons politiques. Mais oui, mais écoutez, la politique, quand même, quand on veut être un jour, avoir une position extrêmement importante dans le pays, il y a un problème de responsabilité. On parle de santé publique. Il a mis beaucoup de temps avant de reconnaître qu'il avait été vacciné. Mais oui, mais c'est très candide de ma part, mais ça me fait beaucoup de peine parce qu'on a envie, si vous voulez, que des gens comme ça, ils ont une parole, ils sont écoutés. J'ai pensé à lui demander s'il allait faire son rappel. Mais je voulais, je sais pas osé. Mais surtout, je suis d'accord parce qu'on le voit depuis 1 an et demi, le sanitaire. L'opposition n'a marqué aucun point. Les oppositions n'ont marqué aucun point. Et je trouve que ça aurait été effectivement signe de maturité française que de dire, franchement, sur le sanitaire, c'est trop grave pour faire de la politique. En revanche, qu'est-ce qu'on va dire sur le reste ? Alors qu'il y a eu une sorte de tâtonnement au début, à la fin, ils n'en ont plus parlé parce qu'ils voyaient que ça ne marchait pas. Mais je suis d'accord que ça serait signe de maturité. Oui. Alors, on revient sur l'ensemble de l'allocution du président, donc qui est passé de façon subreptice de la crise sanitaire. Subreptice. Oui, à peine. Oui, on l'a vu. Il a rappelé, très vite, il a rappelé qu'il y avait 2 traitements, effectivement. Oui, pardon, oui, c'est vrai. Et un de Pfizer, oui. Le Paxlovid et le Molnupiravir. Il a dit que la France en avait commandé. Alors, ils en ont commandé 50 000 doses du Merck. 50 000. Alors, 50 000, est-ce que c'est 50 000 doses ou 50 000 comprimés ? Oui. Bon, peu importe. Mais en tous les cas, ça, il faut être optimiste. On est. Alors, on n'a pas d'études encore, si vous voulez, en dehors des communiqués de presse des laboratoires. A priori, ils ne vont pas balancer des nouvelles entre 50 et 89%, 89% pour Pfizer, 50% pour le produit de Merck. Mais on attend des publications scientifiques. Ça semble quand même extrêmement intéressant parce que c'est par voie orale. Hein. Il y aurait peu d'effets secondaires. Enfin, il faudra ajouter un autre produit pour le produit de Pfizer. Alors, vous avez vu quand même que le Moderna, par exemple, a chuté en bourse. Oui, bien sûr. Parce qu'on se dit, s'il y a un traitement demain, on aura peut-être moins besoin de vaccins. Et puis parce que pour les moins de 30 ans, on a dit qu'il y avait des risques de myocardite. Oui. Donc, aussi, enfin les deux, il y a une cumulation à la fois des deux. Parce que comme Pfizer, ils ont à la fois le vaccin, ils ont aussi la molécule. Le traitement. Ils n'ont pas bougé, ils ont monté, eux. Ils regardé. Non, mais c'est très intéressant, ces produits. C'est très intéressant parce que, je répète, c'est par voie orale. Il semblerait... Il y a quelques effets secondaires. Et surtout, il faut les administrer dès le début. C'est-à-dire 3, 4, 5 jours maximum dès le début. Donc, voilà. Et ça évitera, ça évitera quand même des formes graves. On va les garder sur des personnes à risque aujourd'hui, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et on attend vraiment définitivement l'Agence européenne du médicament qui nous fasse un petit peu son audit, un petit peu des dossiers. Quand on revient en arrière, finalement, hein, c'est quand même incroyable, parce qu'on était... Spectaculaire. C'est spectaculaire. Vraiment. Mars 2019, on est confinés. Et 2020, pardon, 2020. Et ça nous a semblé très long. Oui, c'est ça. Et certains parlaient de 3-4 ans pour un vaccin. C'est ça, c'est voilà. incroyable. Et là, maintenant, on pensait qu'on aurait le traitement avant, on aura peut-être le traitement après, mais enfin, on est en train d'y arriver. Le vaccin, on est au rappel. Et j'avais demandé au ministre des Affaires européennes, il a dit qu'il y avait 300 millions de doses qui avaient été commandées par l'Europe et qu'il n'y avait aucun problème pour avoir des doses, alors qu'on avait une telle pénurie au début. Il faut penser aux pays du Sud. Oui, bien sûr. Pandémie, hein. Il faut oublier penser, ça. bien sûr. Vous savez, le sida, c'était 13 ans pour avoir des médicaments, les antirétroviraux, et plus de 40 ans après, on n'a toujours pas de vaccin. La Covid, on a eu 1 an les vaccins, et peut-être que les traitements, ça mettra entre 18 et 36 mois. Que du point de vue politique, c'est compliqué, c'est ce que disait Renaud Pilat pour l'opposition. Alors certes, on a beaucoup tâtonné au début sur la question des masques, la question des tests, la question des vaccins. Je crois qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour l'opposition, et d'ailleurs, ça se vérifie dans tous les sondages. Les gens disent, dans les qualis, hein, comme on dit, dans les qualificatifs, disent Emmanuel Macron, ok, il a fait des erreurs, il a géré au jour le jour, mais qui, dans l'opposition, quel opposant aurait fait aussi bien ou mieux? Alors, en l'occurrence, personne. Non, et d'ailleurs, il y a quand même une différence, je trouve, importante. C'est-à-dire, on peut très bien se retrouver sur la nécessité d'être vacciné, pour autant, c'est l'obligation. Oui, et la question du pass vaccinal. C'est ça. Mélenchon dit vaccin, très bien. Mais l'obligation, je suis contre. Je préfère la conviction. Ça s'entend. Enfin, ça se débat, quoi. Alors, revenons à la politique, parce que c'est quand même la tonalité principale de cette intervention. Et on l'a dit, l'annonce du nucléaire, c'est-à-dire le nouveau départ du nucléaire en France, quand même. Puisqu'on était à un moratoire. Sans débat. Sans débat. Il n'y a jamais rien autour du nucléaire, tout va bien.
En tout cas. Globalement, c'est-à-dire EDF est en charge de ça. C'est un choix qui a été Pourquoi fait vous dans les années inquiétez 50-60. La France est le pays le plus nucléarisé du monde. Les réacteurs arrivent en bout de course et le pouvoir se tourne vers EDF, qui n'arrive pas à terminer son premier EPR, qui est extrêmement endetté, qui s'est engagé dans un chantier en Angleterre qu'il a objectivement du mal à financer. Et on va commander 6 EPR à une entreprise. Alors, il n'y a pas de chiffre. Hein. On ne connaît pas le chiffre. Le président, on va l'écouter. Écoutons Emmanuel Macron. Écoutons-le, oui, avant de débattre. Pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050, nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables. Sandrine Rousseau est avec nous. Bonsoir Sandrine Rousseau. Vous étiez finaliste de la primaire des écologistes, donc présidente du conseil politique de Yannick Jadot, le candidat. Évidemment, ce qui vous aura frappé, c'est le nouveau départ du nucléaire. Mais d'abord, plus globalement, cette intervention d'Emmanuel Macron, qu'en avez-vous pensé ? C'est une intervention qui culpabilise les chômeurs, qui revient sur la fiscalité du travail, qui relance le nucléaire. En fait, on a l'impression d'un programme des années 80. C'est presque troublant, même à quel point c'est pas original. Et puis surtout, on avait l'impression d'un candidat qui faisait un discours. On a presque son slogan, puisque Ensemble a été répété de nombreuses fois. Donc je pense que Ensemble fera partie du slogan présidentiel, enfin de sa campagne présidentielle. Et en fait, ça pose une question de fond. C'est pourquoi faire cette allocution sans grande annonce finalement maintenant ? Et est-ce que c'est une manière vraiment pour un président d'entrer en campagne ? Moi, je pense qu'il faut distinguer le candidat du président. Et là, ce soir, on avait du mal à le faire. Et donc sur le nucléaire, c'est vrai qu'on sent bien qu'avec la situation de l'énergie aujourd'hui, on doit aller vers plus d'électricité et qu'on a un problème évidemment d'énergie et de sources d'énergie. En France, on a le nucléaire. Et ce soir, Emmanuel Macron a annoncé le nouveau départ, des constructions de réacteurs, de nouveaux réacteurs. Je sais bien, vous êtes contre et vous l'avez dit clairement, mais quel est l'argument clé qui peut convaincre les Français qui se disent on va peut-être payer notre électricité moins cher quand même et on va être indépendant ? Alors le nucléaire n'est pas moins cher que les énergies renouvelables et puis surtout c'est pas vrai qu'on est indépendant puisque les centrales nucléaires sont très dépendantes des conditions climatiques, notamment de la quantité d'eau, de la montée des eaux et aujourd'hui ce qu'on va relancer ce sont des EPR et les EPR aujourd'hui ne fonctionnent pas. Enfin là, on est parti bille en tête dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Et en fait, c'est irrationnel. C'est-à-dire que là, tout l'argent qu'on devrait mettre sur la transition énergétique, on devrait le mettre justement sur le mix énergétique et sur le développement des énergies renouvelables. Et là, on va dépenser des milliards d'euros sur quelque chose, un, qui ne fonctionne pas, deux, qui est potentiellement très dangereux. Enfin, je rappelle que le nucléaire sûr, ça n'existe pas et qu'on a failli avoir un accident majeur à Blaye, il y a pas si longtemps que ça. Et quand il y a des tempêtes, quand il y a des inondations, quand il y a des sécheresses, eh bien le nucléaire est faillible. Le nucléaire est faillible. Et donc, continuer ça, c'est un discours qui sent les années 80, c'est un discours de naphtaline, quoi. Moi, j'ai eu vraiment l'impression d'entendre un président comme Giscard. On parlait de Mitterrand. On va défiscaliser le travail, si les chômeurs sont... Non, mais si les chômeurs sont au chômage, c'est de leur faute, alors que la question quand même centrale, c'est les conditions de travail. Les secteurs dans lesquels il y a le plus de tensions aujourd'hui, c'est les secteurs dans lesquels les conditions de travail sont les plus dures. Donc pourquoi on ne parle pas revalorisation du travail ? Pourquoi on ne parle pas augmentation des salaires ? On parle juste diminution des allocations chômage. C'est encore quelque chose de culpabilisant. Enfin, moi, je pense que là, les Français et les Françaises sont vraiment à bout de ce modèle-là où on tape toujours sur les plus fragiles et on les culpabilise de ne pas être dans le modèle, quoi. Merci beaucoup pour votre réaction, Sandrine Rousseau. François Langlais, réaction ? Non, le nucléaire, il y a toujours une faille, c'est toujours faillible. Ça n'est pas une technologie sûre à 100%, c'est certain. Après, tout dépend là aussi du temps qu'on se donne. Il y a un certain nombre de gens qui sont très préoccupés par le réchauffement climatique, qui disent, pour la période de transition, il nous faut une énergie décarbonée. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Ils ont fait le choix de sortir du nucléaire en 2011, enfin après Fukushima. Aujourd'hui, c'est l'un des pays européens qui pollue en carbone le plus.
parce qu'on a dû réhabiliter des centrales à charbon, des mines de lignite. Le lignite, c'est pour le coup vraiment, c'était le charbon qu'il y avait dans l'ex-RDA. Et on voit bien que de ce point de vue, il y a une contradiction que les Verts n'ont pas résolue. Il y en a une autre. Quand Madame Rousseau nous dit le renouvelable est moins cher, elle n'a pas tort littéralement, si ce n'est que le renouvelable, les panneaux solaires et les éoliennes sont faits en Chine. Donc, qui nous viennent de Chine, ils traversent la mer, 10 000 km, ils sont faits dans des conditions de production de carbone absolument désastreuses. Si vous faites du renouvelable en Europe avec les conditions de production justement décarbonées, on n'arrive pas du tout au même prix. Et de ce point de vue, le nucléaire retrouve une certaine compétitivité. Je ne plaide pas pour la fuite en avant totale dans le nucléaire. C'est juste une question de priorité. C'est un avant partiel. Non, c'est vrai. Mais ce qui est vrai, c'est que le problème le plus important pour les décennies qui viennent, c'est le climat. De ce point de vue, ça vaut peut-être le coup de prendre un risque mais François Langlais, quand même, quand on dit le PR de Flamanville, les campagnes, il coûte très cher, il ne marche pas et oui, tout. Enfin, ça veut dire que les prochains... Non, mais vous avez tout à fait raison. Mais d'après mes informations, ces opéras ne seraient pas commandés à EDF seuls, justement pour cette raison. Vous vous rendez compte du désaveu ? C'est un désaveu considérable et qui s'explique par la raison que vous dites, c'est-à-dire l'extraordinaire dérive des coûts et aussi des délais. Alors EDF se défend en disant finalement c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui est de plus en plus difficile et qui nous oblige, etc. C'est probablement vrai en partie. Reste que on n'a pas le sentiment, quand on écoute EDF, que les choses sont maîtrisées. Et je pense que le gouvernement sera très vigilant là-dessus, de la même façon qu'il l'a fait pour la SMR, en essayant d'élargir le champ des entreprises candidates. Voilà, donc revenons quand même sur la tonalité globale, parce que on l'a entendu, et Sandrine Rousseau, Jean-Luc Mélenchon, on va être avec Gilbert Collard dans un instant, du Rassemblement national. Tous voient le candidat Macron, mais est-ce que c'est pas, enfin, on n'a pas raté quelque chose là? C'est pas le vrai lancement de campagne, dites-moi. Non. Je crois qu'il a pas forcément besoin d'annoncer sa candidature dans les mois qui viennent. Maintenant, on a un acteur président-candidat qui est maintenant là. Pourquoi? Maintenant, il faut qu'il reprenne l'agenda. Ça fait 2 mois que l'agenda politique était entraîné par la vraie fausse candidature d'Éric Zemmour, avec que des thèmes sécurité, identité, immigration, voire des thèmes dérivants sur lesquels il est obligé d'intervenir en condamnant le nationalisme et pas les outrages, il ne l'a pas dit, mais enfin bon, on voyait bien quand même comment le débat politique évolue et le débat public évolue, moi je trouve, depuis 2 mois et demi. Là, il reprend en tant que président une certaine hauteur. En gros, les autres s'occupent de leur parti, la droite et la gauche, pour l'instant, très mal en point, mais la droite s'occupe des partis, moi je m'occupe du pays, et je reviens dans l'agenda pour dire je suis là, et franchement, c'est moi le pôle de stabilité. Oui, mais alors pourquoi les Français n'entendent pas que ça va si bien? Enfin, je veux dire, il nous dit on va mieux que les autres pays européens, la croissance est plus forte que dans les autres pays, le chômage a bien baissé, on va se fixer le plein emploi de façon sérieuse, c'est-à-dire on va y croire. Et pourtant, les Français n'ont pas ce sentiment. Je pense que en tout cas, là-dessus, les enquêtes sont correctes. Moi, je trouve que c'est sur sécurité que vraiment c'est mauvais. On va y venir. Les chiffres, les indicateurs économiques sont répétés depuis plusieurs semaines, ils sont bons, ils n'échappent à personne. Après, ce qui est évident, c'est que la droite, et vous en avez eu un exemple ici même hier, la droite évidemment est très embêtée pour attaquer sur l'économie et donc ne dit quasiment rien à part Valérie Pécresse, notamment sur la question de la dette. Et cramer la caisse. Cramer la caisse. Il faut un comité de la hache. Si même le gouvernement, les porte-paroles et les opposants ne parlent pas du sujet, c'est sûr qu'il a un peu plus de mal et le président doit s'en emparer et traverser le mur du son. Deuxième petit point, sur la question de l'entrée en campagne. Soyons pas naïfs, que les opposants fassent leur boulot, c'est de bonne guerre et c'est normal. Mais nous avons commenté depuis 2 mois ici, presque chaque semaine, les différentes entrées en campagne d'Emmanuel Macron. J'en cite quelques-unes. Le déplacement à Marseille de 48 heures avec force milliards, les différentes mesures catégorielles, l'annonce du plan France 2030, de plan d'investissement, et j'en passe, et des meilleurs. Oui, mais sauf qu'il est obligé. Très bien qu'il est candidat et qu'il déverse propositions et milliards sur les catégories. Oui, mais d'accord, mais il est obligé de recommencer là pendant 27 minutes à la télévision. Quand même sur les indicateurs économiques. Deux remarques. C'est vrai que la croissance française est plus forte qu'ailleurs, mais c'est l'histoire du saut à l'élastique. Elle avait baissé plus. Oui, elle avait baissé davantage. Et l'autre chose, alors pour le coup,
j'allais dire, ça m'a fait dresser les cheveux sur la tête. La métaphore est peut-être pas tout à fait adaptée. C'est une métaphore, mais, une jolie métaphore. Quand il nous dit... Pas bien ce que vous faites. Ouais, oui, vous partagez mon indignation. En plus, je pense que sur ce sujet-là, je vous retrouverai. Quand il nous dit, pas seulement les cheveux, j'entends, mais les finances publiques, quand il nous dit... on a rétabli les finances publiques parce que notre déficit est inférieur à 5% du PIB. Attendez, il n'y a quand même pas de quoi tirer un feu d'artifice. Oui, on a souri. On a souri quand on l'a entendu. On avait vu la grosse ficelle. Ouais, on avait vu que... Il n'y a pas eu un mot sur les 3 000 milliards de dettes. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui reste à la droite. On l'a bien vu hier soir, thème très important. Mais pour les militants de la droite, je ne sais pas si les Français... Quand ils se lèvent le matin, disent « Oh là là, mince, il y a de la dette ». Le quoi qu'il en coûte leur a beaucoup plus importé. Et quand on voit pour l'instant les taux de popularité d'Emmanuel Macron, 46% d'opinion positive chez les sympathisants PS. Donc là, on a un président candidat social-démocrate ou social-libéral, comme vous voulez. Oui. C'est les siglas. Un jour oui, un jour non. Voilà. Un jour à droite, un jour à gauche. Vous demandiez pourquoi les Français ne s'en rendaient pas compte, pourquoi il fallait redire que les indicateurs économiques étaient bons. Rappelez-vous, en 2002, Lionel Jospin avait un excellent bilan, notamment sur le chômage, mais on dit, alors c'est peut-être un théorème qui est passé de mode, mais en tout cas, on dit qu'il faut attendre 6 mois pour ressentir les effets d'une reprise économique, d'une baisse du chômage, le temps que vos proches, vos enfants, vos parents, vos voisins aient retrouvé un travail. C'est peut-être ce temps long qui manque là au président, parce que l'élection présidentielle, c'est dans 5 mois. Donc il lui faut marteler pour que, éventuellement, les Français puissent l'entendre. Et donc, les thèmes qui ont beaucoup dominé ces dernières semaines, c'est vrai, le régalien, la sécurité. Écoutez, il considère qu'il a aussi un bon bilan, le président, là-dessus. Nous avons, depuis 2017, recruté 10 000 policiers et gendarmes. Nous avons substantiellement augmenté le budget de la justice, d'une manière inédite. Les résultats sont là. 36 attentats déjoués, la baisse d'un quart du nombre de cambriolages et de vols de véhicules, des saisies et des arrestations records en matière de trafic de drogue. Mais très clairement, nous sommes lucides sur le travail qui reste à faire. La violence est de retour dans toutes les sociétés occidentales et exige d'aller plus loin. On est en direct avec Gilbert Collard, eurodéputé du Rassemblement national. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Qu'avez-vous pensé en écoutant Emmanuel Macron ce soir ? Pas grand-chose, pour être très franc. J'en ai beaucoup plus appris en vous écoutant commenter ce qu'a dit Emmanuel Macron qu'en écoutant Emmanuel Macron. Ça, c'est l'avantage des chroniqueurs intelligents quand on les écoute. Je me suis posé 2 questions en l'écoutant. La première, c'est qu'aurait-il pu dire s'il n'y avait pas la pandémie et la Covid ? Parce que finalement, c'est horrible à dire, mais il se refait une santé sur la maladie. Son discours, principalement, il est axé là-dessus. Il n'a pas évoqué les autres grands problèmes du moment, je veux dire la sécurité, l'immigration, la question des retraites, l'inflation, qui est un véritable problème par rapport à ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Bon, il a parlé du danger nationaliste. Oui. Mais il n'a pas évoqué le danger du terrorisme. Bon, on a vraiment l'impression qu'il s'est protégé derrière la pandémie. Deuxième observation, il faut paramétrer tout ce qu'il a dit aux 6 mois qui lui restent. Il ne faut pas être dupe qu'on a affaire à un président qui promet du vent. C'est une éolienne électorale. Il a absolument pas les moyens temporels de faire quoi que ce soit. Donc on est en présence d'une sorte de campagne électorale qui a commencé depuis un moment et qui se définit encore plus dans la forme, debout, derrière un pupitre, dans une stature très, très martiale. Bon voilà, mais j'essaye de ne pas être de parti pris. Bon, c'est difficile quand on est dans un parti, bien sûr, hein, puisque c'est... Mais Gilbert Collard, quand Emmanuel Macron dit « n'ayons pas peur », n'ayons pas peur du repli, n'ayons pas peur d'une forme de déclinisme, n'ayons pas peur du nationalisme et qu'il vante l'Europe. Est-ce que vous croyez qu'il parle de vous, de votre candidate, ou est-ce qu'il parle d'Éric Zemmour ? Non, mais je ne sais pas de qui il parle, le sait-il lui-même. Quand on voit les images à la frontière de la Pologne et qu'on entend un président de la République qui va présider l'Union européenne évoquer le danger du nationalisme, alors qu'on a la preuve en Biélorussie
que les migrants sont manipulés à des fins politiques et qui ne considère pas que cela est une véritable menace pour l'équilibre des nations européennes, c'est qu'il est dans l'irréel. Voilà. Il cherche tout simplement Là-dessus, pour tous ceux, pardon Gilbert Collard, mais là-dessus, sur cette question précise, tous ceux qui sont plutôt proches de Vladimir Poutine et des Biélorusses devraient peut-être se retourner vers eux et leur dire mais comment ça se fait que vous utilisez l'arme humaine pour menacer l'Europe? Oui, mais mon président de la République ne s'appelle pas Poutine, si ça vous a échappé. Il s'appelle Emmanuel Macron. Bon, on peut même, toute comparaison étant faite, s'en féliciter, d'accord. Bon, donc votre observation, pour pertinente qu'elle soit, n'est pas forcément adaptée, si je peux me le permettre. Hein. Voilà son discours. Il a parlé de la pandémie. Voilà, c'est devenu son recours politique. Bon. D'accord, on pourrait dire c'est de lâche-guerre, hein, voilà, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais enfin, la retraite, la pandémie, l'épidémie repart, on a des chiffres qui ne sont pas encourageants, il y a une bonne partie de l'Europe qui ne va pas bien, tout l'Est de l'Europe ne va pas bien, c'est pas une fausse pandémie, attention. Hein. Mais Ruth Elkrieff, qui vous dit le contraire? À quel moment ai-je à un seul moment dit le contraire? Je dis simplement que le discours du président de la République est un discours hygiéniste. Ce qu'il a dit sur la pandémie, il aurait pu le dire en 2 phrases, en 3 phrases. Et il aurait pu évoquer aussi les hôpitaux, la situation délabrée de l'hôpital en France, la situation dramatique des soignants, la difficulté quotidienne d'apporter le moindre soin. Cette femme de 93 ans qui a attendu, je crois, 30 heures dans le couloir d'un hôpital, sauf erreur de ma part. Bon, tous ces sujets humains, il aurait pu les évoquer, enfin quand même. Il n'est pas là que pour se réfugier derrière une réalité qui est très préoccupante, il n'y a pas de doute. Mais il y en a d'autres, et la pandémie ne doit pas faire oublier l'insécurité, le problème de l'immigration mal gérée, l'inflation qui galope et qui va forcément atteindre le pouvoir d'achat des gens, la question de la retraite. Enfin, c'est extraordinaire de voir un président de la République qui aurait pu traiter un sujet essentiel, je vous l'accorde, en 2 phrases, et qui a brodé pendant près de 20 minutes là-dessus. Vous félicitez qu'il ait retiré la réforme de la retraite pour le moment et qu'il la reporte à 2022, ou vous regrettez qu'il ne la fasse pas? Non, mais je regrette tout simplement qu'il en ait parlé, qu'il ait osé dire qu'il allait la faire, et que la trouille électorale fait qu'il recule. Moi, j'aime pas les gens qui reculent. Quel que soit le principe sur lequel ils se battent. Bon, c'est une reculade, parce qu'il a peur pour des motifs électoraux, mais ça, on le sait. Bon. Et je trouve que ça n'est pas courageux. Et le manque de courage en politique, même si on n'est pas forcément d'accord avec les options qui sont prises, a des effets qui sont négatifs sur le fonctionnement général de la collectivité. Merci. C'est ce que je ressens, c'est ce que je vois. Merci beaucoup. Merci d'avoir réagi en direct sur LCI ce soir, Gilbert Collard. Voilà, donc on a écouté plusieurs oppositions. Tous voient le président candidat, tous disent qu'il aurait pu faire ça en 2 phrases, mais qu'il en a profité pour exposer son bilan. Et en même temps, ils l'ont tous fait, c'est ça? Oui, enfin, il y a un kidnapping, de fait. Hein. C'est-à-dire, non, c'est vrai, Emmanuel Macron, la logique de son intervention ce soir, c'est la situation sanitaire. Et il en profite pour parler de toute autre chose. Donc évidemment, ça suscite les réactions assez classiques, mais fondées. Face à qui est-on? Est-ce qu'on est face à un président ou un candidat? Nos institutions permettent de jouer ce rôle-là, d'entretenir longtemps cette ambiguïté-là. Les candidats sortants, les présidents sortants, qui se sont déclarés le plus tôt, sans doute Nicolas Sarkozy, mi-février, c'était celui qui s'était déclaré le plus tôt en 2012. Sinon, c'est souvent plus tard que les candidats se déclarent. François Mitterrand en mars, mi-mars. Vous oubliez François Hollande. Et François Hollande ne s'est pas déclaré du tout candidat. Donc, très tôt. Très tôt, très tard, comme vous voulez. Mais en tout cas, il ne faut pas être surpris de l'ambiguïté qu'utilise Emmanuel Macron, nos institutions le permettent, et en même temps, on peut noter que ce qui était légitime dans son intervention ce soir, c'était la question sanitaire. Tout le reste, ça vient en plus. Et il y a quand même des choses importantes dans tout le reste. Donc, ça suscite une insatisfaction. Mais il est en train de banaliser un peu sa candidature. Il est en train de faire une forme de... Non, il se projette tranquillement. Candidature glissante. Voilà, c'est ça. Tous les jours, un petit peu, la petite musique qui s'installe. Et puis voilà. D'abord, comme on l'a remarqué, et comme David Revaud-Ladonne le faisait remarquer, c'est pas la première fois qu'on voit arriver, après l'été,
un président de la République qui s'affirme de plus en plus comme un candidat, les déplacements, la distribution de prébendes, etc., enfin de prébendes, de chèques divers et variés. Voilà. Il y a là un créneau qui était très étroit. Je rappelle que le 31 décembre, il y aura les vœux, les derniers vœux du président Macron à la nation de ce quinquennat. Et donc, il lui fallait trouver un moment, sans doute au lendemain de la primaire des Républicains, pour s'attaquer à ses électeurs qu'il veut récupérer, puisque là, il n'y a plus de doute, il sera bien candidat, et en même temps profiter du sanitaire pour affirmer un certain nombre de choses. J'ai regardé la montre tout à l'heure pendant que le président de la République parlait. À 20h08, on a abandonné le sanitaire et il a duré jusqu'à 20h27. Donc voilà, on a là le rapport. Pardon, la position du président, elle est quand même, on en parle depuis le début de l'émission, mais cette position de surplomb, on le voit dans le débat, il est au-dessus, il n'est pas encore candidat tout en étant un candidat glissant, caché, pas encore déclaré, je ne sais pas quel est le bon terme, mais c'est une évidence. Et les autres, de bonne guerre, critiquent un président candidat ou un candidat président, mais sur le fond, ne portent pas. Et je pense que ce qui s'est passé sur votre antenne ce soir, Hôtel Krief, va illustrer ce qui va se passer dans les prochaines semaines, jusqu'au moment où il est véritablement candidat, déclaré, avec une interview à la PQR ou un meeting à Bercy ou à Limoges. Non mais je pense qu'à partir jusqu'à ce moment-là, qu'il va essayer de reculer le plus tard possible, puisque visiblement c'est plutôt fin janvier ou au mois de février qu'il va se déclarer. Sur les modèles que vous évoquiez, Jean-Michel Apathy, c'est plutôt la version très tardive. Jusqu'à ce moment-là, on risque de revivre exactement la soirée que l'on vient de vivre, avec un président qui déroule, des opposants qui expliquent que oui, mais attendez, c'est pas juste parce que nous non plus, on n'a pas le même, comme l'a fait exactement Jean-Luc Mélenchon, mais tous les autres, on n'a même pas le même temps de parole, on n'a pas les mêmes moyens, etc., mais qui sur le fond ne portent pas. Et qu'est-ce qu'on retirera de l'intervention du président? Nous sommes en 5e République, nous sommes en monarchie républicaine, c'est l'intervention du président et surtout pas telle ou telle intervention et réaction de ses opposants. David, le pire, c'est que même quand Emmanuel Macron va se déclarer candidat, si on dit qu'Emmanuel Macron est obligé de tout faire parce que le gouvernement n'imprime pas, mais les oppositions n'impriment pas, mais elles doivent hausser le niveau de jeu. On l'a vu ce soir, mais vous vous rendez compte, les oppositions n'impriment pas. Après leur décharge, c'est pas facile. Non, mais c'est pas facile d'intervenir. Oui, la politique, c'est pas facile. Mais regardez Gilbert Collard. Regardez Gilbert Collard, porte-parole du RN. 2.1, il dit Emmanuel Macron n'est pas courageux. Quand on regarde les deux items qualificatifs sur lesquels les présidents le reconnaissent le mieux, c'est l'autorité et le courage. Deuxièmement, un point quand même vivement qui débattent tous, parce que là, franchement, sur la Biélorussie et la Pologne, il est gonflé, Gilbert Collard. Parce que qui soutient la Pologne en ce moment, c'est Marine Le Pen. Or, la Pologne a refusé que Frontex, qui s'occupe des droits humains pour les réfugiés, aille voir ce qui se passe en Pologne. La Pologne a refusé et a proposé de l'aide à la Pologne qui refuse. Donc franchement, et Marine Le Pen se dit proche aussi de Vladimir Poutine, qui soutient la Bélarusse, qui envoie les migrants quand même. Robert Sebag, un mot. Si vous le permettez, vous dites que peut-être que c'était le sanitaire a servi de prétexte pour passer un certain nombre de messages. Un levier, mais utile. Mais il faut quand même regarder la réalité, et il est tout à fait conscient de la situation. Ouais. Aujourd'hui, on a eu 12 500 contaminations, 9 000, 8 000, quand vous les cumulez, on sait, si vous voulez, que ça met 15 jours à 3 semaines, il y aura des personnes qui vont arriver en réanimation. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 1100 occupations de soins critiques sur un potentiel de 5 000, peut-être un peu plus. On a des fermetures de lits, c'est une réalité. Vous avez une augmentation dans les services de réanimation des bronchiolites. On a très très peur de l'arrivée de la grippe. Ça commence doucement. Donc il y a toute la pathologie hivernale. Et des soignants exténués. Oui, les soignants exténués, des soignants, beaucoup d'absentéisme et des lits qui sont fermés parce qu'il n'y a pas assez de personnel soignant. Donc il a tout ça en tête. Alors il ne veut pas affoler les gens, mais il prend ce prétexte effectivement parce qu'on est à 1100, il y aura peut-être un petit peu plus. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été plus efficace sur ce domaine-là en faisant une communication uniquement complètement le système hospitalier. Oui. Cette épidémie, depuis le début, c'est le problème hospitalier. Bien sûr, mais est-ce que ça aurait pas été plus efficace et plus dramatique, entre guillemets, s'il n'avait pas dramatisé cet enjeu en le conservant comme unique enjeu de l'intervention pour dire aux Français, attention, l'épidémie reprend et donc il faut qu'on se remobilise. Alors que là, ce soir, la multiplicité des communications peut brouiller le message. Hein. Oui. Brouiller le message. Enfin, pas brouiller, mais je veux dire... Il y a des messages simples. Le noyer, quoi. Il y a des rappels vaccinaux à faire. Ouais, c'est ça. Des messages simples, ceux-là sont passés. Mais c'est vrai que cette intervention, elle restera plutôt comme l'intervention du bilan, donc de la pré-campagne d'Emmanuel Macron. Mais il ne faudrait pas donner le sentiment, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait ressentir ça aux commentaires, que
tout est facile pour Emmanuel Macron, que tout ce qui s'annonce est facile pour Emmanuel Macron. Ça n'est pas parce qu'il a une position institutionnelle privilégiée et qu'il essaie d'en tirer profit, bon, après tout, c'est un peu la règle du jeu, que pour autant, quand la vraie campagne va commencer, quand il sera candidat, sa position demeurera solide, elle va au contraire, elle risque au contraire, elle va peut-être, ou peut-être pas, s'effriter, il va être contesté, challengé, et on ne peut pas donner, à partir d'une intervention qui apparaît dominante, on ne peut pas donner le sentiment qu'il a la certitude d'être réélu, parce qu'on ne sait pas comment les choses vont se passer. Il essaye de prendre des points d'avance parce qu'il sait que ça va être difficile. Alors, la retraite, la réforme, c'est pas pour tout de suite. Ce sera pour 2022 et ce sera une réforme classique de déplacement de l'âge, de retardement de l'âge de départ et donc pour travailler plus longtemps. Écoutez. La situation sanitaire que nous vivons et qui est en train de se dégrader partout en Europe, le souhait unanime exprimé par les organisations syndicales et professionnelles de concentrer les efforts sur la reprise, le besoin de concorde dans ce moment que vit notre nation, font que les conditions ne sont pas réunies pour relancer aujourd'hui ce chantier. Pour autant, notre volonté de sauver notre modèle par répartition et d'en corriger les inégalités n'a pas changé. On va retrouver Dominique Carlac, qui est vice-présidente du MEDEF. Bonsoir, madame. Bonsoir, cette réforme reportée, mais en même temps, dans le fond, on comprend, installée dans le programme d'un futur candidat potentiel, le président Macron. Est-ce que ça vous déçoit qu'elle soit reportée ou est-ce que vous vous dites, bon, finalement, ça va se faire et bientôt, et c'est la réforme que vous auriez souhaitée? Écoutez, je crois que ce soir, le président de la République a eu à la fois un discours de vérité et de lucidité sur tous les plans, que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan de l'emploi et des défis qui nous attendent. Et effectivement, il a été très clair, la retraite, ça n'est pas le moment de l'entamer, mais elle est nécessaire. Donc, on a bien entendu les messages. Je ne sais pas si vous avez été frappés comme nous, mais nous avons entendu beaucoup le mot travail dans son discours. Beaucoup le mot il faudra travailler plus longtemps, il faudra travailler davantage. Donc effectivement, on n'aura pas le choix. Ça sera un président qui devra mener nécessairement cette réforme de la retraite. Pas pour le moment parce que les conditions ne sont pas réunies, mais le message consistant à dire qu'on devra travailler plus longtemps et travailler plus nous amènera à pouvoir garantir plus de justice dans ce système de retraite et garantir surtout la retraite de nos enfants et petits-enfants. Donc ça n'est pas le moment politique. En revanche, on a bien noté que ça serait le président élu qui mènerait cette retraite. Et on y est favorable dans le sens que nous n'aurons pas le choix, nous devrons travailler plus longtemps. Merci beaucoup, merci pour cette réaction ce soir du MEDEF, de la vice-présidente du MEDEF. C'est vrai que c'est très intéressant. On va retrouver tout de suite Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez entendu, travail, retraite pour plus tard, mais pour bientôt, augmentation du temps de travail en général, et puis des bons chiffres de croissance, une forme de contrôle dans l'assurance chômage et dans la lutte contre le chômage par la réforme de l'assurance chômage. Voilà, c'est un programme. Finalement, ce n'est pas très différent de ce que propose l'opposition, par exemple les Républicains hier soir au débat, ou d'autres membres de l'opposition. Bon, j'ai d'abord entendu 10 minutes qui étaient utiles sur le Covid, mais sur lequel il n'a pas dit toute la vérité aux Français. Si le pass sanitaire avec une 3e dose de rappel est obligatoire pour les plus de 65 ans très rapidement, je crois le 15 décembre, elle va l'être pour l'ensemble des Français. Et autant leur dire, plutôt que de dire ce sera que pour les 65 ans. D'ailleurs, pour plein de raisons sanitaires et techniques, ça sera une nécessité. Et donc, j'aurais préféré que le président de la République le dise. Mais cette partie-là de l'intervention, elle était légitime, elle était utile. C'est 10 minutes. Puis ensuite, on a 10 minutes pendant lesquelles il essaye d'enjoliver son mandat. Le président des riches essaye d'enfiler un habit social, ce qui, franchement, ne connaît pas, parce que quand il dit qu'il y a eu une augmentation du pouvoir d'achat, moi qui suis élu de quartier populaire, c'est en tout cas pas les pauvres qui ont vu leur pouvoir d'achat augmenter. Sans doute les classes les plus aisées ont-elles bénéficié. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles votent pour lui. Et puis, des annonces qui sont surprenantes. Il y a 10 000 policiers supplémentaires. Je peux vous assurer que dans ma ville, dans ma circonscription, il y a moins de policiers qu'en 2017. Donc, je me demande bien où ils sont passés. Et puis, il y a 10 minutes de programme. Et là, sur le programme, il y a au moins une chose utile, c'est qu'on sait que le président de la République, il est candidat à sa réélection, même s'il n'ose pas le dire. C'est un peu son côté zémourien. Il fait campagne, mais il ne veut pas dire qu'il est candidat. Et il dit, si vous me réélisez, il dit pas encore si vous me réélisez, mais enfin, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles, il dit, si vous me réélisez, je vais allonger la durée de cotisation. Ça, c'est une nouveauté, puisqu'en 2017, il avait promis de ne pas y toucher. Et c'est dans le débat présidentiel, les Français sauront
qu'avec Emmanuel Macron, s'ils veulent prendre la retraite, il faudra travailler plus longtemps. C'est sans doute une nécessité. Moi, simplement, je suis en désaccord avec ce qu'ils envisagent, c'est-à-dire la retraite à 63, 64, 65 ans. Je pense qu'on doit travailler plus longtemps dans la semaine pour prendre la retraite plus tôt et en bénéficier. Et Voilà. puis, quand il parle de mais la vous n'avez pas eu le sentiment quand même que sur un certain nombre de domaines, il est très clairement, il envoie le message très clairement à un électorat de droite modérée, que finalement il y a beaucoup de gens qui parlent, mais lui, il est président et il agit. Il a fait la réforme de l'assurance chômage, il fait la prime d'activité, il veut lancer le nucléaire pour que le prix de l'énergie soit moins cher et qu'on soit indépendant, etc. etc. Pardon, cher Routel-Krief, mais la prime d'activité, c'est jamais qu'une réforme du président Hollande. Donc, il l'a amplifiée. Il y avait déjà une prime d'activité, il l'a augmentée. Ce n'est pas vraiment une réforme de droite. Moi, je pense que c'est mieux de payer et de défiscaliser les heures supplémentaires, comme ça avait été fait par le passé, de baisser les cotisations patronales pour permettre d'augmenter les salaires. Donc, ce n'est pas le même programme. Il ne faut pas commencer à nous chanter cette histoire. C'est sa volonté, je le comprends parfaitement. Le président de la République veut se faire passer pour un candidat de droite. D'ailleurs, libéral, il l'est plus que moi. Il favorise plus les riches au détriment de l'équité sociale. Mais par exemple, quand il dit qu'il a créé une 5e branche de la sécurité sociale, c'est un mensonge. Il n'y a pas d'argent dans cette 5e branche pour financer la dépendance, pour financer nos aînés qui vivent à la charge de leur famille, et souvent ce sont les familles les plus modestes, là aussi, qui sont pénalisées. Il n'y a pas d'argent. Alors, je n'aime pas voir une campagne commencer avec une présentation tronquée des choses. Au moins, le seul sujet sur lequel j'ai entendu une vérité, il dit, si vous m'élisez, il faudra travailler plus longtemps pour votre retraite. Ça, c'est honnête. Sur la 5e branche, c'est un mensonge. Et pourtant, c'est un défi. Et là aussi, il faut avoir ce débat sur les pistes de financement. Je pense qu'il y a des solutions pour le financer. Mais aujourd'hui, l'argent, dans ce qui nous est annoncé, n'est pas là. Et c'est encore les familles et encore les départements qui payent tout ça. Merci beaucoup. Merci Jean-Christophe Lagarde pour cette réaction. Je propose de regarder ce reportage de Paul Larouturou. Il est allé rencontrer un certain nombre de personnes qui sont concernées au premier chef par ce rappel du vaccin. Il est allé dans un thé dansant. Donc vaccin, musique et sourire. Bienvenue, les tendances, rétro-disco, animation, journée dansante, spectacle. On y va. Bonjour madame, comment on peut qualifier ce que vous faites? C'est pas vraiment des thés dansants? Comment ça s'appelle? Si, c'est des thés dansants pour les seniors de 50 à 80, 90 même. Les plus de 205 ans vont devoir avoir une 3e dose. Comment ça va passer d'après vous cette mesure? Moi j'attends encore ma 3e dose. J'ai eu 2 doses comme pas mal de mes amis et puis la 3e, on m'a toujours pas convoqué pour la 3e dose. Vous l'attendez, vous l'espérez? Bah oui, je l'espère parce que quand même... je vais être protégée pour moi et pour mes clients. Vous autorisez à aller discuter un petit peu? Bien sûr. Est-ce que vous allez regarder l'allocution d'Emmanuel Macron ce soir? Ah non. Mais non, je regarde pas Macron, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de l'entendre parler du Covid. Je préfère danser, la preuve. C'est un débat qui me prend la tête en fait. Parce que pendant 1 an et demi, j'ai pas pu venir danser. Alors maintenant que je peux danser, j'avoue que je n'ai pas envie de parler du Covid dans une salle de danse. Désolé. Vous nous jouez quoi là? Là maintenant, ça va être Viva España, une série de passo doble. La 3e dose de vaccin va devenir obligatoire pour les plus de 65 ans. C'est un obligé, on la fera parce que sinon on n'aura plus le passe. Là, pour danser, c'est embêtant. Le président Macron va annoncer que la 3e dose est obligatoire pour les plus de 65 ans. Qu'est-ce que vous allez faire tous les deux? On a pris rendez-vous pour être vacciné. C'est absolument contraignant pour beaucoup de gens. Mais si on veut continuer à vivre, il faut y passer et nous, on va le faire. Hop là, je vous interromps. Vous êtes prêts à vous faire vacciner une 3e fois de façon obligatoire? Ah non. Non, pas de 3e fois. Pourquoi? Parce que j'ai été malade aux 2 injections, et alors maintenant, ras-le-bol. Le président Macron vient d'annoncer que la 3e dose était obligatoire.
Eh ben, on verra. Moi, j'ai fait les deux, donc je ferai la troisième. On sera confinés. Vous la convainquiez d'avoir une troisième dose si vous voulez continuer à danser avec elle. C'est pas grave, je changerai de cavalière. Bon, voilà, c'est évidemment avec le sourire, c'est évidemment au second degré, mais c'est intéressant. La dame qui tient ce thé dansant, elle dit « j'attends la convocation pour la troisième dose, pour le rappel ». En fait, non, il faut aller s'inscrire et prendre un rendez-vous comme pour les deux rappels. Pour les deux vaccins, c'est important de le dire. Les autres qui disent « mais non, j'ai été malade pour les deux premières après ». Donc, j'ai pas envie d'être malade pour la troisième injection, docteur. Non, il faut leur expliquer. Effectivement, il peut y avoir quelques effets secondaires pendant 24 heures, 48 heures. Mais on ne s'est pas convoqué en France. En Espagne, moi, j'ai regardé, ils ont convoqué, ils étaient à 100%, si vous voulez, de toutes les personnes qui avaient de plus de 80 ans. On n'a pas été capable de convoquer. Elle a raison, cette dame. Si on l'a convoquée, elle irait tout de suite. Elle n'est pas réticente. L'autre, la troisième dose, elle sera convaincue. Son compagnon va lui dire il faut absolument le faire. Mais vous savez, il y a un problème qui va se poser avec le QR code à partir du 15 décembre. Les gens qui n'auront pas eu la troisième dose et qui sont éligibles, on va quoi? On va les désactiver? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut changer le QR code. Donc il va se passer quelque chose. Il va y avoir quelque chose, une adaptation. Ils ont commencé à changer un peu. Voilà, un tout petit mot de conclusion. Oui, ce qui est intéressant, il est passé du bilan sanitaire au bilan général. Le bilan sanitaire fait partie du bilan général. Et puis, il n'a pas seulement incité les plus de 65 à une troisième dose, il a incité tous les Français à une deuxième dose d'Emmanuel Macron. Oui. Bravo sur cette conclusion, David. Le dernier mot. David Revaud-Dallon. Très joli dernier mot.